Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je veux remercier Patrick Boucheron et Étienne Hanheim de m'avoir invité à participer à cette journée de séminaire et de me donner ainsi l'occasion d'évoquer, à la suite de la présentation de Dominique Castex, quelques aspects des recherches bioarchéologiques récentes sur la peste noire et plus généralement, on va le voir, sur les épidémies de peste relevant de la deuxième pandémie. Donc, comme l'a détaillé Dominique dans sa présentation, c'est donc depuis une trentaine d'années une véritable chaîne opératoire qui a progressivement été mise en place pour identifier les témoins matériels des épidémies dans l'enregistrement archéologique. Une chaîne opératoire qui, on l'a vu, débute de manière incontournable par la réalisation d'interventions archéologiques de terrain qui vont permettre l'exhumation et l'identification de sépultures particulières évocatrice d'une crise de mortalité. Une chaîne opératoire qui va ensuite faire intervenir des études anthropologiques pour catégoriser le type de crise et parfois avancer certaines hypothèses diagnostiques sur la base de la composition par âge et par sexe des victimes. Et une chaîne qui va donc aller jusqu'à la mise en œuvre de techniques paléomicrobiologiques de pointe pour identifier les vestiges moléculaires de l'organisme pathogène incriminé, dans le cas qui nous intéresse, Yersinia pestis. Les travaux qui ont embrassé cette démarche ont, depuis 10 à 15 ans, à la faveur de leur multiplication et d'avancées techniques, notamment dans le domaine de la paléogénomique, contribué de manière significative aux connaissances sur les anciennes épidémies de peste. Tout d'abord, ils ont permis de clore, du moins je le pense, un débat qui animait de longue date la communauté des historiens, qui concernait l'étiologie des premières et deuxièmes pandémies, que certains chercheurs pensaient être liées à une maladie autre que la peste. Il y a différentes hypothèses qui avaient été avancées, par exemple une fièvre hémorragique ou la maladie du charbon. L'identification finalement répétée de traces moléculaires du bacille de Yersin dans des sépultures médiévales et modernes a finalement permis ces dernières années d'écarter ces hypothèses alternatives et de démontrer l'unicité étiologique des trois pandémies de peste historiques, ce qui n'était jusqu'alors qu'une hypothèse fondée sur les sources écrites. L'analyse des vestiges archéologiques plus anciens a par ailleurs permis d'obtenir des données inédites sur l'histoire de la peste antérieurement à ce que l'on connaissait par les sources historiques, puisqu'on a pu identifier des sépultures d'individus porteurs de la maladie pour la fin du néolithique et l'âge du bronze, ce qui fait finalement remonter de plusieurs millénaires en arrière nos connaissances sur l'histoire naturelle de la maladie et permet aujourd'hui d'avancer de premières hypothèses sur la diffusion de la peste en Eurasie durant la protohistoire. De plus, les techniques paléogénomiques actuelles, on les a déjà évoquées et on entendra parler à d'autres reprises dans la journée, ces techniques paléomicrobiologiques, elles permettent désormais non plus seulement d'identifier la présence de traces moléculaires du bacille pesteux dans les restes squelettiques, mais également de restituer de manière détaillée le génome des souches bactériennes qui circulaient dans différentes parties du monde à différentes périodes. Et ça va autoriser dès lors des études phylogénétiques qui permettent de retracer l'évolution de la bactérie et de ses modes d'action au fil des siècles. Et ça, je pense que Barbara Bramanti nous en parlera de manière beaucoup plus approfondie dans sa présentation de cet après-midi. Enfin, et c'est plus particulièrement cet aspect qui va nous intéresser ici dans le cadre de cette présentation, ces travaux ils ont permis progressivement la constitution d'un large corpus de sites funéraires en lien avec la deuxième pandémie. Dominique vous a déjà présenté cette carte un peu avant. Un corpus donc qui est aujourd'hui riche d'une cinquantaine de sites répartis à travers l'Europe et qui permet depuis quelques années la mise en œuvre d'études bioarchéologiques d'envergure dont je vais maintenant plus particulièrement vous parler. Ces travaux récents ils se sont finalement attachés à répondre à deux problématiques principales. La première, qui va aller dans la suite de ce que vous a présenté Dominique, concerne les attitudes des populations face à la mort épidémique, ceci plus particulièrement dans le domaine de la gestion funéraire, qui peut être en partie appréhendé à travers l'étude archéothanatologique des sépultures, qui permet de restituer, on l'a vu, certains aspects des pratiques funéraires adoptées dans ces contextes. La seconde problématique, qu'on a là commencé à aborder pendant les questions posées à Dominique, en fait, elle concerne l'épidémiologie de la peste noire et de ses résurgences, dont certains aspects peuvent être approchés à travers l'étude paléobiologique des squelettes exhumés de ces ensembles funéraires, en révélant si certains groupes biologiques de la population y étaient particulièrement surreprésentés et donc potentiellement des cibles préférentielles de la maladie.
Donc avant d'aborder ce second aspect plus biologique, je m'arrêterai dans un premier temps sur les travaux qui se sont intéressés à la gestion des cadavres lors de la peste noire et de ses résurgences. Ces épidémies, elles ont entraîné un accroissement substantiel de la mortalité, et les populations affectées ont donc été confrontées à un second problème de santé publique qui est venu se superposer au premier, qui a été celui de l'afflux des cadavres, pour lequel il a fallu qu'ils mettent en œuvre des moyens adaptés pour en assurer l'inhumation rapide, une nécessité qui était d'autant plus prégnante qu'on a longtemps considéré les corps en putréfaction comme une source des miasmes à qui on attribuait la transmission de la maladie. Les sources textuelles qui nous sont parvenues sur cet aspect sont, au moins pour le Moyen-Âge, relativement peu discertes et concernent effectivement plus spécifiquement certaines grandes cités pour lesquelles on a encore ces informations textuelles. Et finalement, ce sont donc bien plus les données archéologiques qui nous fournissent des éléments concrets sur cet aspect de la gestion des épidémies. Ceci, donc, comme je vous le disais, sur la base d'une documentation abondante, à peu près une quinzaine de sites en lien avec la première vague épidémique, donc la peste noire, et puis une trentaine d'autres qui relèvent d'épidémies ultérieures, des sites qui sont répartis dans différents pays d'Europe, et qui également relèvent de contextes différents, puisqu'on a des sites ruraux, des sites urbains, donc on peut aussi évaluer la diversité de ces gestions funéraires en fonction des contextes. Donc l'approche qui a présidé au traitement funéraire des victimes de la peste, il a très longtemps consisté en des études monographiques, donc des études intrasites, qui ont permis, en s'intéressant au mode d'inhumation, aux modalités de constitution des sépultures et dans une certaine mesure en croisant données funéraires et biologiques, de caractériser les pratiques adoptées sur les sites considérés et d'en tirer des inférences sur les altérations éventuelles des comportements qui entouraient le rituel funéraire. Depuis une dizaine d'années, cette recherche a cependant pris une nouvelle dimension puisqu'on s'est finalement écarté des simples études de cas pour proposer de véritables synthèses qui sont fondées sur des approches comparatives, approches aussi bien synchroniques pour évaluer la diversité des traitements funéraires durant une même épidémie que diachroniques afin d'appréhender les changements qui ont pu intervenir dans la gestion funéraire des épidémies de peste au cours des siècles. Pour en revenir maintenant aux résultats de ces études comparatives, elles ont d'abord permis de montrer que pour la peste noire, Dominique l'a déjà dit, le recours était relativement fréquent à l'inhumation simultanée de plusieurs corps au sein d'une même fosse sépulcrale, ce qui rompt avec la pratique d'usage de l'inhumation individuelle. Ces sépultures qu'on dit donc multiples dans notre jargon prennent des formes diverses, ne regroupant dans certains cas que 2 ou 3 cadavres, dans d'autres plusieurs dizaines. Des différences qui sont probablement pour partie liées à l'intensité des crises, mais également à la taille des communautés affectées. On a notamment pu montrer que les sites urbains livrent assez logiquement des structures sépulcrales contenant plus d'individus, comme par exemple là, les deux exemples que je vous montre de Londres et de Barcelone, où on a des fosses très importantes, tandis que dans les sites ruraux, on va avoir des sépultures principalement doubles et triples, liées à la petite taille des communautés, et donc au faible nombre de décès en nombre absolu journalier. Avant de poursuivre sur les autres résultats de ces synthèses, je pense important de revenir sur le fait que si ce recours à la sépulture multiple, il a effectivement existé, cette modalité funéraire ne fut absolument pas universellement adoptée et qu'un nombre très important de victimes a très probablement été inhumé dans des sépultures individuelles. Ceci a été démontré à plusieurs reprises, notamment pour la peste noire, par l'exemple que je vous montre ici d'un cimetière languedocien, pour lequel on a eu la chance de mener des études à large échelle de recherche d'antigènes de la peste. Et sur la base de ces recherches à grande échelle, on a pu finalement identifier plusieurs victimes de la peste, et la grande majorité se trouvait dans des sépultures individuelles. On a une autre étude, elle, basée sur des approches paléogénomiques, qui a été menée récemment à Cambridge, sur plusieurs cimetières médiévaux, des cimetières médiévaux tout à fait classiques, et une nouvelle fois, on a pu mettre en évidence un certain nombre de sépultures individuelles qui sont celles de victimes de la peste pour le milieu, ou en tout cas la deuxième moitié du XIVe siècle. Alors ceci, ça a une implication particulièrement importante, qui a de nombreuses sépultures de pestiférés qui vont passer inaperçues dans l'enregistrement archéologique, ce qui va évidemment constituer un biais majeur dans notre réflexion, puisque notre vision des pratiques funéraires sera mécaniquement tronquée et qu'elle concernera plus spécifiquement certains moments clés des épidémies qui correspondent au pic majeur
de mortalité qui ont conduit à l'adoption de ces sépultures de masse, de ces sépultures multiples. Donc, un point à garder à l'esprit, on travaille évidemment sur une partie et pas forcément l'intégralité de ce qu'a représenté ces épidémies. Donc pour en revenir aux résultats, les données archéologiques nous renseignent également sur les lieux, Dominique l'a abordé, où les malades ont été inhumés. Ce qui est intéressant pour la peste noire, donc la première vague de la première moitié du XIVe siècle, c'est que la plupart des sépultures de pestiférés qu'on connaît aujourd'hui dans l'enregistrement archéologique, en fait, elles se situent dans des cimetières paroissiaux. C'est le cas de quasiment tous les sites archéologiques qui ont été fouillés, à l'exception de 2, qui sont les cimetières londoniens d'East-Smithfield et West-Smithfield, qui ont l'un et l'autre fait l'objet de fouilles plus extensives à East-Smithfield qu'à West-Smithfield. Et donc, ces cas de figure, ils apparaissent en fait relativement exceptionnels pour le milieu du XIVe siècle. Pour ce qui est par exemple du territoire français, on ne va pas connaître de lieu dédié de ce type avant la fin du XVIe siècle. Le plus ancien qu'on connaît, c'est le cimetière des Fédons, que Dominique a évoqué plus tôt dans sa présentation. Enfin, pour ce qui est des sépultures du XIVe siècle, elles révèlent le relatif respect des usages funéraires chrétiens en ce qui concerne le positionnement des corps, puisqu'à de rares exceptions près, les individus qui sont issus de ces tombes de pestiférés sont déposés selon une même orientation est-ouest, la tête reposant à l'ouest, à l'instar de la plupart des individus inhumés dans les cimetières médiévaux, et qu'ils sont, pour la plupart d'entre eux, déposés sur le dos. Ce qui semble donc indiquer que les sépultures de pestiférés en lien avec cette première vague de peste noire et peut-être les premières résurgences, elles ont été constituées dans un certain respect des corps, ce qui n'a pu guère se faire qu'au prix d'un contact étroit entre les fossoyeurs et les cadavres, ce qui n'est pas, à mon avis, une information négligeable. Dans les siècles suivants, on assiste finalement à une évolution assez nette de la gestion de la mortalité par peste. D'une part, en parallèle de l'adoption des mesures d'isolement des malades, on va avoir des interdictions d'inhumer les cadavres au sein des villes, et les municipalités vont acquérir des terrains hors leurs murs pour enterrer les morts de la peste, et les données issues de l'archéologie sont finalement l'écho de cette évolution, puisque la majorité des sites funéraires qui sont, on va dire, des 15e, 16e siècles vont correspondre à des créations ex nihilo de cimetières qui ont été vraiment créés pour accueillir les dépouilles de victimes de la peste. Ça va être notamment le cas du cimetière des Fédons, on en a déjà parlé. Il y a un autre exemple, par exemple à Termonde, en Belgique, un site lui aussi lié à une infirmerie de peste, et on pourrait multiplier les exemples comme ça, c'est la plus grande quantité. On a toutefois encore, dans certains cas, comme à Ellwangen en Allemagne ou à Alghero, des cimetières paroissiaux qui, jusqu'au XVIe siècle, continuaient à accueillir des victimes de la peste. Les archives archéologiques vont également rendre compte d'une modification au XVe, XVIe siècle des pratiques qui ont encadré la mise en terre, puisque si on a toujours un recours ponctuel à des sépultures multiples, la standardisation ponctuelle des cadavres qu'on avait observés jusqu'alors, elle va peu à peu s'effacer, et pour les sites du XVe, XVIe siècle, l'orientation des corps va apparaître beaucoup plus hétérogène. Les dispositions tête-bêche vont tendre à se généraliser, et puis on va avoir des corps qui vont être déposés beaucoup plus fréquemment dans des positions atypiques, sur le ventre, sur le côté, avec des membres dans des positions un petit peu aléatoires. Donc au vu de ces observations, il semble assez nettement que la rationalisation de l'espace et les efforts, je pense surtout pour limiter les contacts avec les cadavres, vont peu à peu prendre le pas sur le respect des normes chrétiennes, dans le même temps qu'on éloigne donc les défunts, qu'on les met en terre à distance de leurs proches survivants. Et ces modifications, donc amorcées au XVe, XVIe, elles ne vont faire que s'amplifier à la période moderne. Comme l'atteste notamment, Dominique les a déjà évoquées, donc je passerai très vite, les sépultures en lien avec l'épidémie qu'a connue Marseille et une partie de la Provence en 1720-1722. La fosse de l'Observance, évoquée par Dominique, où on peut voir que dans cette vaste structure quadrangulaire, les corps sont dans des positions tout à fait aléatoires, avec des orientations non standardisées, des positions également variables. On note également, et j'y reviendrai, la présence de chaux dans cette sépulture.
Dans l'approche de Ville de Martigues, le site du Délos livre, lui, des tranchées où on a une nouvelle fois des corps très nombreux, déposés les uns sur les autres, sans disposition préférentielle, dans des orientations variées, avec une nouvelle fois de la chaux déposée sur les cadavres. Et puis dans le site de Martigues, on a 5 tranchées avec des modes de fonctionnement un peu variés. J'en citerai juste 2 pour montrer cette diversité. Celui de la tranchée la plus méridionale qui présente une grande diversité de postures et d'orientation des squelettes qui témoignent à l'évidence de déchargements directs et successifs de tombeaux de cadavres. Des squelettes qui finalement constituent, vous le voyez bien, 4 accumulations qui correspondent chacune probablement à un déchargement d'un tombereau, à la suite de quoi les corps qui venaient d'être déposés ont été recouverts d'un talus de terre, ce qui crée cette séparation topographique entre les groupes de cadavres. Et puis au contraire, pour une deuxième tranchée, on a plutôt une gestion par des dépôts manuels, mais avec une variation au fur et à mesure de l'utilisation de la tranchée, puisque sur les 12 premiers mètres, on va avoir des squelettes plutôt déposés en rang successif relativement réguliers, alors que sur le reste de la tranchée, on va avoir une organisation, l'organisation rudimentaire qui existait au départ est totalement abandonnée. Donc là, on semble percevoir dans la gestion de cette tranchée une accélération du rythme d'arrivée des cadavres et une nécessité d'aller au plus vite pour mettre en terre ces corps. Donc si on résume finalement ce que je viens de vous montrer, les dernières minutes sur ces aspects, les données fournies par l'archéologie, elles vont finalement révéler, quand on s'intéresse à la deuxième pandémie dans sa globalité, diverses caractéristiques de la gestion funéraire, dont certaines ne sont que peu, voire pas, abordées par les sources textuelles. Et surtout, à travers la lecture de ces données archéologiques, on peut retracer certaines évolutions au cours des siècles de la modalité de mise en terre des pestiférés, qui est notamment marquée par l'abandon progressif du cimetière paroissial au profit de cimetières dédiés, par une désorganisation de plus en plus importante des dépôts de corps et par l'apparition de l'usage de chaux dans les tombes à l'époque moderne, puisque je vous le citais pour les derniers cas des sépultures marseillaises, mais c'est un matériau qui est totalement absent de toutes les sépultures qu'on rencontre dans les périodes précédentes. La lecture de cette évolution, au-delà de son caractère purement factuel, je pense qu'elle est intéressante parce qu'elle se fait aussi, je pense, l'écho de certaines modifications des moyens de lutte qui sont connus par les sources historiques. Pour ce qui est de la généralisation des cimetières dédiés, il me semble qu'elle peut se lire d'une manière assez synchrone de la généralisation de l'isolement des malades dans des infirmeries à la fin du Moyen-Âge. On repousse donc le malade hors de la ville et de la même manière, sa gestion funéraire va être faite hors de la ville, dans des lieux dédiés, comme l'infirmerie, c'est un lieu dédié à l'accueil du malade. L'apparition de chaux dans la tombe est vraiment, je pense, directement une réponse aux préconisations répétées des pouvoirs politiques et une implication plus grande des pouvoirs politiques à la période moderne dans cette gestion des épidémies qui vont notamment recommander et préconiser à partir du XVIIe l'usage de ce matériau pour accélérer la décomposition des corps, même si on pourra revenir sur ce point car ça ne marche pas forcément très bien, mais en tout cas c'était la préconisation, c'était pour accélérer la décomposition et limiter les odeurs. Et puis pour ce qui est du déclin progressif porté à l'agencement des corps, qui rend donc probablement compte, je le pense en tout cas, d'une volonté de limiter les contacts avec les cadavres. Elle pourrait être la résultante d'une évolution des théories sur les modes de diffusion de la maladie, notamment au fil des observations empiriques qui ont peu à peu conduit les populations à considérer les cadavres et leurs possessions comme pourvoyeuses de la maladie, là où seule l'odeur finalement qui émanait du cadavre était au départ considérée comme source de la maladie. En parallèle de ces informations dont je viens de vous parler sur la gestion funéraire, les sépultures de pestiférés vont également nous fournir des informations particulièrement importantes sur certains aspects de l'identité des victimes de la maladie, un point sur lequel on a commencé très légèrement à discuter après l'intervention de Dominique Castex. En effet, l'étude anthropologique des échantillons de squelettes qui en sont issus de ces sépultures va permettre de révéler un certain nombre de leurs caractéristiques biologiques, ce qui peut avoir un intérêt à l'échelle du site pour mieux connaître la population qui vivait dans un endroit ou un autre à une époque donnée,
mais va être surtout, dans le cas des sépultures de pestiférés, source de données inestimables pour tenter d'appréhender certaines caractéristiques épidémiologiques de la peste. Cette approche, qu'on peut qualifier de paléoépidémiologie, peut notamment permettre d'identifier certains facteurs de risque vis-à-vis de la maladie. Est-ce que certaines classes d'âge étaient surreprésentées dans ces tombes? Est-ce que les individus d'un sexe ou de l'autre l'étaient? Est-ce que l'état de santé préexistant des individus a joué un rôle dans le risque de succomber au mal? Également, cette approche, elle peut permettre d'évaluer si ces facteurs de risque ils ont varié selon les contextes environnementaux, en comparant des sites provenant de différentes régions. Et puis, ils vont permettre, de la même manière, de tenter de rechercher des différences épidémiologiques entre des vagues épidémiques successives. L'apport de l'archéologie vis-à-vis de ces questions est d'autant plus crucial, à mon sens, que les sources historiques sont relativement peu informatives sur l'épidémiologie de la peste, notamment quand il s'agit de savoir si la maladie a ciblé de manière préférentielle certaines parties de la population. En effet, tandis que certaines sources suggèrent une mortalité uniforme, indépendamment de l'âge, du sexe ou du statut socio-économique, d'autres prêtent à la maladie un caractère sélectif, lui attribuant toutefois variablement une prédilection pour les hommes ou pour les femmes, pour les enfants ou pour les personnes âgées, ou encore pour les pauvres ou pour les riches. Jusqu'à récemment, toutefois, peu de travaux anthropologiques s'étaient intéressés à évaluer la sélectivité de la peste dans le passé. La quasi-totalité d'entre eux ont abordé cette question à travers l'étude de la composition démographique d'un unique site, à savoir le cimetière londonien d'Smithfield, qu'on a déjà cité plusieurs fois. Ces études ne sont toutefois pas parvenues à apporter une réponse définitive à cette question de la sélectivité de la peste. En effet, elles ont abouti à des résultats contradictoires, certaines ayant conclu que l'épidémie aurait touché toutes les classes d'âge de manière uniforme, tandis que d'autres ont produit des résultats suggérant que la peste noire aurait tué de manière discriminatoire en fonction de l'âge des individus. Plus rares encore ont été les travaux qui ont tenté d'évaluer l'influence de l'état de santé préexistant sur le risque de décès par peste. À cet égard, il faut mentionner les travaux pionniers de Sharon DeWitt, qui a examiné à l'aide de modélisation mathématique la variation du risque de décès entre individus présentant ou non certains marqueurs de stress squelettique dans la série archéologique d'Smithfield, une nouvelle fois. Un travail qui a donné des résultats qui suggèrent que les individus qui ont développé des marqueurs de stress plus tôt dans leur vie auraient été plus susceptibles de mourir de la peste noire, mais une conclusion qui doit, je pense, être considérée avec prudence, l'étude s'ouvrant, selon moi, de certaines approximations méthodologiques. En somme donc, ces études présentent certaines limites, qui tiennent notamment au fait qu'elles se sont fondées sur l'analyse d'un unique site, et sur le fait qu'elles ont abouti à des résultats relativement contradictoires, notamment pour les parties âge et sexe, ce qui rend du coup leurs conclusions difficilement généralisables. Partant de ce constat, et afin de tenter de répondre de manière plus satisfaisante à cette question épidémiologique, j'ai entrepris les dernières années l'étude de plusieurs sites européens en lien avec la peste noire, et résurgence, provenant, comme vous le voyez sur cette carte, de France, d'Espagne, de Belgique et du Royaume-Uni, des sites pour lesquels le lien avec la peste avait précédemment été attesté par des études de paléomicrobiologie et qui ont été sélectionnés sur la base de leur effectif conséquent de squelettes, ainsi que sur la base du bon état de conservation de ces squelettes, ceci afin de permettre d'obtenir des données biologiques les plus fiables possibles, et ça a finalement permis, à ce jour, la constitution d'un corpus d'un peu plus de 700 victimes de la peste noire réparties à travers l'Europe. Un corpus qui a été également comparé à un groupe de comparaison qui a également été étudié selon le même protocole sur lequel je vais venir, qui est constitué de 2 larges ensembles funéraires médiévaux subcontemporains et pour lesquels aucun signe d'épidémie n'est présent, et qui se situent respectivement donc à Rouen et Toulouse. Très rapidement, l'étude de ces collections, elle s'est décomposée en 3 grandes étapes. La première a consisté à caractériser leur structure biologique, puis à la comparer d'une part à un modèle de mortalité naturelle dont Dominique Castex vous a déjà parlé, cette mortalité qu'on attend dans un contexte non épidémique,
et de le comparer d'autre part avec la structure théorique d'une population vivante qui a été inférée à partir de modèles démographiques et de recensement de populations médiévales et modernes. Dans un second temps, on a procédé à une étude qui visait à documenter l'état de santé des pestiférés et des individus morts d'autres causes, en étudiant plusieurs indicateurs squelettiques que je vous présente sur cette diapositive, et juste pour les citer, des malformations de l'émail qui sont liées à des stress physiologiques, des lésions poreuses de l'orbite qui sont en lien avec des anémies, et des remodelages de la surface des os ou de la face interne du crâne qui sont, elles, principalement liées à des maladies infectieuses connues plus tôt dans la vie. Enfin, j'ai également tenté de m'intéresser à la croissance dans ces groupes populationnels, en corrélant les âges des enfants estimés d'après leur minéralisation dentaire avec les longueurs des os longs, et en considérant cette croissance finalement également comme un indicateur, un proxy de la santé plus ou moins optimale des individus qu'on retrouve, qui ont fini par décéder et qu'on retrouve dans ces échantillons. Donc cette étude à grande échelle, elle a livré des résultats particulièrement riches qui nous permettent de commencer à appréhender un peu mieux certaines caractéristiques de l'épidémiologie de la peste durant le Moyen-Âge. Tout d'abord, ils ont montré que la composition par sexe des victimes, qu'on a pu quantifier de manière assez fiable avec un taux de diagnose qui avoisine 90%, donc une composition par sexe des victimes qui connaît de légères variations d'un site à l'autre, mais sans jamais s'écarter de manière significative d'une situation d'équilibre théorique, ce qui nous conduit à envisager que la maladie aurait donc tué de manière relativement non discriminante selon ce paramètre biologique. Concernant la composition par âge, l'étude a permis de mettre en évidence les mêmes anomalies démographiques que celles évoquées précédemment par Dominique Castex, notamment donc cette sous-représentation des enfants de moins d'1 an, on pourra y revenir parce que j'aurai également des éléments de réponse si vous le souhaitez, et une surreprésentation des enfants de 5 à 14 ans, en comparaison de ce que l'on attend donc dans un contexte de mortalité naturelle. Donc, ce qui est finalement important à retenir de cette information, de la présence de ces anomalies, c'est que les facteurs de risque qui étaient associés à l'âge n'étaient pas les mêmes en temps de peste qu'en temps normal, où la mortalité était liée à des causes diverses, et donc le facteur de risque était différent. Mais c'est finalement surtout la confrontation avec la structure de la population vivante qui a apporté les résultats les plus importants, en montrant que la répartition par âge des victimes de la peste reflète assez fidèlement celle des vivants au sein de la population. Ainsi, alors qu'en temps normal, certaines classes de la population, notamment les très jeunes enfants et les personnes âgées, connaissent un risque beaucoup plus important de mourir et vont donc se retrouver surreprésentées dans l'enregistrement archéologique et dans ces courbes de mortalité théoriques, la peste a au contraire entraîné une mortalité relativement uniforme au sein des différentes classes d'âge, ce qui tendrait à montrer une faible sélectivité selon ce critère, en tout cas une sélectivité bien moindre que les causes générales de mortalité. Pour autant, l'analyse a également montré des différences entre les sites du XIVe siècle et ceux de l'époque moderne, ces derniers se caractérisant par une plus forte surmortalité chez les enfants de 5 à 14 ans. Cette anomalie, elle pose naturellement la question d'un éventuel changement épidémiologique de la peste au cours de la deuxième pandémie, avec potentiellement un changement de la ponction démographique. Et le croisement avec d'autres données acquises par l'étude d'autres sites archéologiques et par des travaux de démographie historique laisse en outre envisager que cette caractéristique serait transitoire puisqu'on la retrouve plus spécifiquement pour les sites du XVIe siècle et du début du XVIIe siècle. Je n'ai pas de réponse définitive à apporter à la raison de cette différence. Une hypothèse qui pourrait être avancée est peut-être celle d'une immunité acquise d'une partie des populations confrontées de manière récurrente à des épidémies tous les 15, 20, 30 ans, qui ferait que peut-être une partie de la population adulte aurait une certaine résistance face à la maladie, tandis que les plus jeunes qui n'ont jamais été exposés le seraient bien moins et seraient donc peut-être plus représentés dans cet enregistrement. C'est bien sûr une hypothèse qui restera attestée par des études futures. Pour en venir maintenant aux données sur l'état de santé, que je ne vais pas détailler de manière exhaustive, elles sont elles aussi révélatrices de nettes différences entre victimes de la peste et individus morts d'autres causes. Je vais détailler qu'un exemple qui est celui des hypoplasies linéaires de l'émail dentaire, qui correspondent donc à des défauts de minéralisation consécutifs à un stress physiologique durant la croissance.
Ces lésions, elles sont associées à une mortalité précoce chez les sujets morts hors temps d'épidémie, tandis que cette relation ne s'observe absolument pas chez les victimes de la peste. Et de la même manière, hors contexte épidémique, le risque de décès va être fortement corrélé au nombre d'épisodes de stress dont ces lésions vont témoigner, alors que le risque de mourir de la peste est totalement indépendant du nombre de lésions enregistrées sur les squelettes. En d'autres termes, ça veut dire que les individus qui ont subi des stress sévères ou récurrents durant l'enfance ont, en temps normal, connu un risque accru de mourir prématurément, mais qu'en contexte épidémique, leurs contemporains, moins fortement ou fréquemment soumis à des facteurs de stress, ont finalement fait face à un risque tout à fait égal de mourir de la peste. Sans rentrer dans le détail, on a des résultats tout à fait semblables pour les autres indicateurs, ce qui fait que, pris dans leur ensemble, ces résultats, ils indiquent un lien fort entre lésions et risque de décès en contexte de mortalité naturelle, et absence de lien entre présence de lésions et risque de décès en contexte de peste, ce qui tendrait donc, là, une nouvelle fois, à montrer une faible sélectivité de la maladie et à montrer que les individus, indépendamment de l'état de santé préexistant qu'ils pouvaient avoir, ont fait face à un risque relativement semblable de décès. Très rapidement, sur les retards de croissance, ils conduisent de la même manière à envisager une différence de sélectivité selon les contextes de mortalité, puisqu'ils mettent en évidence des différences de profil entre victimes de la peste et sujets du groupe de comparaison. Les seconds, donc morts hors contexte de peste, étant plus souvent affectés par des retards de croissance. Et ces résultats ils sont d'autant plus parlants lorsqu'on injecte à cette comparaison la croissance d'enfants vivant en bonne santé, qui sont ici représentés par la courbe noire, j'espère que vous la voyez bien. Et on voit que les victimes de la peste, finalement, ils se conforment vraiment à ces enfants en bonne santé, et qu'on est donc pour eux quasiment sur un optimum de croissance. Donc on a très probablement des individus qui ont des retards de croissance, mais pas plus, ou en tout cas ils sont noyés dans plein d'individus qui allaient relativement bien en termes de croissance, à la différence de ce qu'on observe pour les temps hors épidémie, où les individus qui souffraient de troubles de croissance avaient des risques accrus de décès. Pour conclure donc sur cet aspect, les résultats de cette large étude suggèrent que ni l'âge, ni le sexe, ni l'état de santé préexistant ne constitueraient des facteurs de risque significatifs vis-à-vis de la mortalité par peste, contrairement à ce qu'une partie des travaux menés antérieurement sur le cimetière d'Smithfield laissait envisager. Alors, la question des raisons de cette divergence mérite, en tout état de cause, d'être posée. Elle pourrait peut-être résulter de certaines variations dans l'épidémiologie de la maladie selon les périodes, les contextes environnementaux, ou plus généralement les populations exposées à la maladie, ce qui pourrait peut-être être accrédité par les différences qu'on a observées entre les sites du XIVe et du XVIe siècle. Elle pourrait peut-être aussi simplement refléter l'influence de différentes méthodologies, puisque Sharon DeWitt avait fondé son analyse sur un modèle statistique de morbidité et de mortalité, tandis que nous avons employé une approche anthropologique plus traditionnelle. Donc je pense à minima que pour la question de l'influence de l'état de santé préexistant, un doute subsiste encore et qui ne pourra finalement être levé qu'en transposant ce type d'études à d'autres cimetières de pestiférés et idéalement en recourant à d'autres proxys de l'état de santé que ceux utilisés jusqu'à maintenant, qui ont finalement été relativement semblables entre les études menées ces dernières années et celles qui avaient été menées précédemment par Sharon DeWitt. Cette perspective me conduit à aborder plus généralement des perspectives des études bioarchéologiques sur la peste noire qu'on peut espérer voir être poursuivies dans les années à venir. Tout d'abord, les travaux à venir gagneraient à tirer profit d'avancées méthodologiques récentes dans le domaine de l'identification paléobiologique à partir du squelette pour appréhender de manière beaucoup plus fine la ponction démographique engendrée par l'épidémie. En effet, les travaux que je vous ai présentés jusqu'à maintenant sur la sélectivité de la maladie, ils se sont heurtés à deux problèmes. D'une part, la faible précision des méthodes d'estimation de l'âge au décès des adultes, des méthodes classiques. On a finalement des grandes classes d'âge pour les individus adultes, là où on peut être beaucoup plus précis chez les enfants. Donc, évidemment, ça limite l'interprétation qu'on peut faire de la mortalité des adultes. Et le deuxième problème majeur, c'est qu'on ne peut pas, à partir de la morphologie squelettique, déterminer le sexe des enfants et que toute la réflexion qu'on a sur la sélectivité en fonction du sexe, elle ne concerne que la fraction adulte des échantillons de squelettes qu'on étudie.
Ces deux limites, elles vont peut-être pouvoir être contournées à l'avenir. Ceci, d'une part, grâce à la sémantochronologie, qui est une méthode histologique de détermination de l'âge fondée sur le décompte des anneaux du sément dentaire, des anneaux qui se développent selon une rythmicité annuelle, et donc à la façon de ce qu'on fait en dendrochronologie, on pourra peut-être, grâce à cette méthode, venir approcher de façon beaucoup plus fine l'âge des adultes. Et d'autre part, on a des nouvelles méthodes en protéomique qui permettent aujourd'hui de déterminer le sexe des individus indépendamment de leur âge sur la base d'une détection des protéines d'amélogénine qui sont contenues dans les mailles dentaires. Et donc on peut espérer que les résultats de l'application de ces nouvelles méthodes permettent d'avoir une lecture beaucoup plus fine de la composition démographique des échantillons archéologiques d'une façon générale, mais pour ce qui nous intéresse spécifiquement, des échantillons en lien avec des épidémies de peste. Les travaux à venir gagneraient également à s'intéresser, je pense, à d'autres facteurs biologiques ayant pu conditionner le risque de mourir par peste. C'est notamment le cas du statut nutritionnel qui a lui-même une influence sur les compétences immunitaires des individus. Une première étude pilote a été menée pour tenter d'approcher cette question en procédant à des analyses isotopiques du carbone et de l'azote, qui sont des marqueurs isotopiques, enfin des éléments chimiques dont la signature isotopique va renseigner sur le régime alimentaire. Des analyses qui ont porté d'une part sur des victimes de la peste noire exhumées d'un site funéraire toulousain dont Étienne nous reparlera plus tard dans sa présentation, qui ont été comparées à des individus morts hors contexte épidémique qui sont issus d'un site voisin et qui sont donc des individus morts avant la peste noire. Et finalement, les premiers résultats de ces analyses, elles indiquent que les victimes de la peste, elles n'ont pas un statut nutritionnel différent de la population pré-épidémique, ce qui ne permet pas d'envisager que des individus qui auraient eu des défauts nutritionnels particuliers auraient été les victimes préférentielles de la peste noire. Parmi les autres facteurs de risque qui peuvent être envisagés, il y a également une possible susceptibilité génétique, mais là je ne vais pas m'appesantir sur le sujet puisqu'on en entendra parler de façon beaucoup plus détaillée dans la présentation d'Étienne Patin qui va suivre. Un autre aspect particulièrement important auquel pourront peut-être contribuer les travaux bioarchéologiques au sens large concerne le mode de diffusion de la peste noire. Le taux de mortalité élevé qui caractérise cette épidémie et plus encore sa grande vitesse d'expansion territoriale ont en effet conduit différents auteurs à mettre en doute le fait qu'elle ait pu se diffuser par le simple intermédiaire des rats et de leurs puces et à privilégier l'hypothèse d'une transmission interhumaine qui se ferait alors par l'intermédiaire d'autres ectoparasites vecteurs. On a notamment avancé l'hypothèse du rôle du pouls de corps. Ces dernières années, cette hypothèse a été principalement évoluée à l'aide de modélisations mathématiques qui, croisées aux données provenant de registres de décès, ont notamment conduit Katharine Dean et ses collaborateurs à conclure que cette voie de diffusion serait la plus probable. Les résultats de leur étude ont toutefois été critiqués par d'autres auteurs qui considèrent que les preuves apportées ne sont pas suffisantes, de sorte que ce débat sur le mode de diffusion de la peste demeure aujourd'hui non encore tranché. Et à cet égard, je pense que l'archéologie peut-être apporter une contribution significative, en cela qu'elle pourrait permettre de détecter des restes d'ectoparasites dans des sépultures de pestiférés, et le cas échéant, d'inférer leur rôle éventuel dans la diffusion de la maladie en procédant à la recherche de traces moléculaires du bacille au sein même de ces restes d'ectoparasites. Alors c'est un type d'approche qui, à ma connaissance, n'a été développé, appliqué qu'une seule fois à ce jour. On l'a tenté sur des échantillons sédimentaires issus de sépultures de pestiférés toulousains. Malheureusement, sans grand résultat, puisque nous n'avons pas retrouvé de restes d'ectoparasites. Et je pense qu'il est particulièrement important d'encourager ici la poursuite de ce type de travaux sur un nombre beaucoup plus grand d'ensembles funéraires pour se donner des chances accrues de peut-être un jour détecter ces restes d'ectoparasites. Enfin, et je terminerai sur cet aspect, les travaux bioarchéologiques ont également le potentiel d'apporter des informations non plus sur la peste noire en elle-même, mais sur ses répercussions sur les populations de la fin du Moyen-Âge, puisqu'en comparant des échantillons de squelettes qui relèvent des périodes pré-épidémiques, épidémiques et post-épidémiques, comme nous sommes actuellement en train de le faire à Toulouse dans le cadre de deux projets,
il est théoriquement possible de retracer l'évolution des conditions de vie de la population, notamment en ce qui concerne l'état de santé et les régimes alimentaires, dont on va peut-être pouvoir retracer des évolutions. Et au moins pour ce qui est du second aspect, on a déjà des résultats préliminaires qui sont relativement encourageants, puisque ces résultats montrent que la population post-épidémique a connu une diversification alimentaire et notamment une augmentation des apports en protéines carnées, qui pourrait donc être une conséquence, une répercussion des répercussions socio-économiques engendrées par l'épidémie. C'est en tout cas une hypothèse qui sera intéressante à discuter avec nos collègues historiens. Enfin, ces études comparatives vont également avoir le potentiel de révéler si l'épidémie a une répercussion sur la diversité biologique de la population médiévale. Cet effet éventuel, nous allons pouvoir l'aborder à l'échelle phénotypique en nous intéressant à la morphologie squelettique. Par exemple, la stature, on va voir si la stature change entre la phase pré-épidémique et post-épidémique. Et puis nous allons peut-être également pouvoir l'aborder à une échelle génétique, ce dont Étienne Patin va nous parler dans la prochaine présentation, et je vais donc m'arrêter là pour lui laisser la parole sur cet aspect. Je vous remercie.